Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Face à Face sur Afrique 1. Le premier média basé en France, entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Et aujourd'hui, je reçois deux honorables députés investis sur la liste suppléante de France Europe, zone Europe, c'est la zone Europe de l'Est, de l'Ouest, du Centre et du Nord. Et bien évidemment, c'est Mariam Dian. Mariam Dian est honorable députée de la diaspora, responsable de la communication MOJIP France. Elle est également membre de Mon Cap France dans la commission sport. Mariam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatou, merci beaucoup pour l'invitation également et j'espère que tout va bien se passer en tout cas. Merci beaucoup. Je reçois également Tamsir Bathily, honorable député de la diaspora, membre fondateur de PASTEF France. Il est également membre de la communication affaires étrangères et panafricanisme, responsable de sous-secrétariat et stratégie massification de PASTEF. Bonjour Tamsir. Bonjour Fatou, merci de nous avoir reçus et merci à Africain aussi. Merci beaucoup. Je commence par vous, Mariama. On a déjà installé l'Assemblée nationale, c'est la 15e législature. On a même un nouveau président de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous aujourd'hui de cette 15e législature et aussi du président de l'Assemblée nationale, du président du groupe parlementaire de PASTEF, qui est Ayib Daffé? Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à saluer parce qu'une assemblée du renouveau, je vais l'appeler, une assemblée que les Sénégalais attendaient. Pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce qu'on est resté endoctriné sur une assemblée qui ne représentait pas les Sénégalais, en tout cas. Et aujourd'hui, ces Sénégalais-là ont décidé de faire la part des choses, c'est-à-dire d'appeler à un Sénégal nouveau, un Sénégal juste, un Sénégal équitable, un Sénégal prospère. Et pour ça, c'est quelque chose à saluer. Donc le peuple aujourd'hui a eu cet éveil des consciences. Cet éveil des consciences-là a permis que chacun puisse se retrouver. Et donc aujourd'hui, cette assemblée est à saluer, notamment le président donc Ayib Daffé, qui représente donc l'Assemblée nationale, mais également tous ces patriotes qui viennent du monde entier, que ça soit de la diaspora et du Sénégal, qui sont là et qui ont été choisis dans leur communauté, dans leur commune, juste parce que c'est des gens qui représentent dignement donc ces Sénégalais-là un peu partout. Et moi, je salue ça aujourd'hui parce que on attend beaucoup de cette assemblée-là. Les Sénégalais attendent beaucoup et je sais que c'est un tournant décisif pour le Sénégal parce que lors des présidentielles, ils ont voté donc massivement pour montrer que on veut un Sénégal nouveau parce que c'est ce que le parti PASTEF donc les a vendus. Mais aujourd'hui, ils ont encore renouvelé donc cette confiance comment dirais-je, en élisant donc un nouveau législatif qui fait que aujourd'hui ces Sénégalais là voilà ont montré un nouveau renouveau. En tout cas, moi c'est quelque chose que je salue et que je sais que les choses vont aller dans les règles de l'art parce que ce qu'on attendait depuis, c'est avoir un Sénégal qui ressemble aux Sénégalais. Et ça depuis longtemps parce que les Sénégalais ont toujours vécu donc une politique anciennement endoctrinée par l'Europe. Et ces Sénégalais aujourd'hui, leur décision, leur choix a été porté par des candidats, mais par des honorables députés qui vont représenter en tout cas tout le Sénégal. Et cette vision qu'on est en train d'incarner, en tout cas au niveau de PASTEF, on les a vendus un programme, on les a vendus une vision qui est le Sénégal 2050. Et c'est cette vision-là, nous devons le montrer à tous les Sénégalais. Nous devons protéger donc cette vision-là, mais pouvoir aussi l'étaler maintenant, parce que c'est une nouvelle vision où chaque Sénégalais doit s'y voir. Donc, voilà. C'est très bien. Et justement, Tamsir, on a un président de la République jeune, un premier ministre également jeune, un président de l'Assemblée nationale aussi qui est jeune. Est-ce qu'à votre avis, on peut s'attendre à un profond changement et surtout sur tous les plans au Sénégal, puisqu'il y a quand même plusieurs difficultés qui ont été même énumérées par le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui parle d'avoir hérité un pays en ruine. Oui, en fait, c'est ça l'essence même
du changement qu'on a tant voulu au Sénégal. Alors, nous avons une population qui, à 70%, on a des jeunes de moins de 35 ans. Et donc, il n'est que juste et représentatif qu'on ait un président aussi jeune et que le Premier ministre ait 50 ans et qu'à l'Assemblée nationale, nous allons mettre quelqu'un de moins de 50 ans. C'est ça le Sénégal actuellement. C'est ça ce qu'on appelle aussi la rupture et c'est vraiment ce dont on a besoin. Ces jeunes-là au Sénégal sont un peu ou très connectés dans le monde. Ils savent ce qui s'y passe. Ils sont au fait de ce qui se passe un peu partout, s'intéressent un peu à la géopolitique et surtout au Sénégal et quelle place devrait occuper le Sénégal dans le monde. On nous martèle chaque fois que nous sommes, nous faisons partie des 25 derniers pays les plus pauvres, les moins développés, les plus pauvres au monde. Et donc c'est en cela un défi à relever et nous sommes focus, comme on dit, sur cela. On nous a dit qu'on n'avait pas l'expérience, mais c'est mal nous connaître, parce que quand même, on a fréquenté les grandes écoles, et certains ont eu d'autres parcours qui leur ont permis d'acquérir énormément de connaissances. C'est pas pour rien qu'on verra en Bara à l'Assemblée nationale, et tant d'autres. Voilà, c'est la représentativité. Il n'est que normal que le Sénégal ressemble à ça, et que les jeunes sont à l'assaut de la République, avec la volonté et la vision et le dynamisme de porter le pays, de porter le Sénégal et même l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest à un autre niveau que nous méritons. Très bien. Et Mariama, aujourd'hui, en tant que militante de la diaspora, après cette victoire, cette majorité à l'Assemblée nationale, quelles sont pour vous les perspectives? Alors, il faut dire que les perspectives, il y en a énormément. Mais on va regarder ce qui sont plus importants actuellement. Comme vous le savez, hein, au niveau de la diaspora, je vais parler de la diaspora, mais également du Sénégal. La diaspora, les Sénégalais ici de l'étranger rencontrent énormément de problèmes. En ce qui concerne donc les jeunes qui viennent d'arriver du Sénégal, qui n'ont pas de toit pour avoir leur carte de séjour. C'est-à-dire, ils n'ont pas une maison basée en France qui leur permet de, au moins, on peut dire, une maison du Sénégal qui leur permet d'avoir un repère. Maintenant, après, il y a toutes ces difficultés-là qui vont les suivre de bout en bout pour recevoir leur bourse, leur logement. Ça, c'est des difficultés qu'on rencontre. Mais aussi, on rencontre ici, au niveau de la diaspora, tous ces parents qui veulent rentrer au Sénégal et aujourd'hui qui sont bloqués par l'ASPA. C'est une allocation solidarité donc pour les personnes âgées qui leur permettent de pouvoir rentrer chez eux 6 mois et revenir en France. Cette autorisation maintenant est réduite à 3 mois, ce qui est une vraie difficulté pour les personnes âgées. Et je pense que ces personnes âgées méritent quand même de rentrer chez eux, de finir leur vie tranquillement, entourés de leur famille. Et ça, c'est des choses où nous devons nous battre pour ça. Mais il y a également toutes ces personnes qui sont en France et qui peuvent avoir leur carte de séjour et qui ont des difficultés pour avoir des cartes de séjour et pourtant qui cotisent au niveau du sol français, qui payent des impôts, mais qui ne peuvent pas avoir de carte de séjour parce qu'il n'y a pas de convention qui a été signée par l'État sénégalais et l'État français. Et ça, c'est des accords qu'on doit revoir. Parce qu'aujourd'hui, prenons l'exemple du Gabon. Le Gabon est un pays qui a des conventions qui sont signées par l'État sénégalais, l'État français, pardon. Et ces conventions permettent à tous ces Gabonais qui sont en France, automatiquement, dès qu'ils arrivent, ils travaillent, ils étudient en même temps. Et pourquoi pas ces Sénégalais qui sont là depuis des lurettes et qui n'arrivent pas à avoir leur carte de séjour? Moi, c'est des combats qui me tiennent à cœur. Mais il y a aussi... Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Normalement, vous devrez faire ces propositions à ce gouvernement, aux députés même qui représentent aujourd'hui la diaspora à l'Assemblée nationale. Mais ça fait partie de notre programme de PASTEF. D'accord. C'est des choses qu'on a mis en fait en place au sein de notre programme pour permettre de pouvoir aider tous ces Sénégalais-là. Ils doivent se retrouver bien ici. Parce que quand on regarde aujourd'hui ces Français qui vivent au Sénégal, qui ont la double nationalité, vivent très bien au Sénégal. Et ça doit être pareil aussi pour tous ces Sénégalais qui vivent en France et doivent vivre confortablement. Pas que la France, mais dans toute l'Europe. Mais ça, c'est très, très important.
Parce que ces gens-là, ils ont envie de rentrer, ils ont envie de voir leur famille, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont contraints. Il y a aussi cette loi qui permet l'expulsion à ces Sénégalais dès qu'on les attrape. Aussitôt, on les rejette dans leur pays d'origine. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on aurait pu quand même les permettre de pouvoir trouver une certaine stabilité. Et ça, c'est des choses qui font partie du programme de PASTEF. En tout cas, c'est le programme qu'on a fait campagne durant toute la saison, et parmi tant d'autres. Donc, on peut en citer, mais l'objectif, c'est vraiment de leur trouver une maison où ils se sentiront au Sénégal, mais aussi administrativement parlant, concernant leur papier administratif, où ils ont énormément de difficultés à voyager. Et ça, c'est extrêmement important, et que les consulats puissent revoir donc toutes ces données-là. Et on espère donc en tout cas y réussir, mais ça fait partie donc de notre programme. Très bien. Et Tamsir, au-delà de la diaspora aujourd'hui, quelles sont les urgences de cette 15e législature? Les urgences de la 15e législature, alors, il me semble qu'il y a 2 mois de cela, j'avais entendu le frère Ousmane Sonko dire que il y aurait 87 lois qui attendent. Entre-temps, sûrement, la liste a été allongée, qui attendent pour être portées à l'Assemblée nationale, à la connaissance des députés, et pour que ces lois puissent être votées. Nous, lors de ces 10 dernières années, nous avons proposé aux Sénégalais un projet de vie. Nous ne leur avons pas proposé un programme. Quand on parle d'un projet de vie, c'est-à-dire qu'on est prêt à mener des changements fondamentaux, très profonds au niveau de la société. Pas pour nous éloigner de nos racines, mais pour nous en approcher encore un peu plus. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les lois que nous avons au pays collent vraiment à nos réalités. Comment faisons-nous, ou comment pourrons-nous faire pour que toutes ces personnes qui sont enchantées et qu'on a pris en référence, je peux parler de Mamadou Dia, je me limite aux personnes qui sont assez politiques, je peux parler de Mamadou Dia, je peux parler de Blondin, je peux même descendre un peu plus et aller chercher Thierno Souleymane Baal, ces gens-là qui ont fait la première déclaration des droits humains, par exemple la charte du Mandé qu'on appelle Korogan Foga, avec les Sundiata et autres. Nous avons beaucoup à offrir à la jeunesse, nous avons beaucoup à offrir aux Sénégalais, et nous ne le ferons pas avec légèreté. Donc ces lois-là que nous voulons faire passer vont supporter ces projets, et le référentiel Vision Sénégal 2050 qui a été présenté aux Sénégalais et qui, me semble, a été adopté par la population sénégalaise qui, après cela, nous a donné une large majorité à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse mettre cela en place. Et vous parlez de changer la vie des Sénégalais avec les mêmes méthodes, les mêmes directions, les mêmes structures, un train de vie de l'État qui n'a pas du tout changé en 8 mois, et puis les Sénégalais vivent toujours dans des difficultés. Alors, le train de vie de l'État, moi je dis que certainement il y a eu des changements au niveau du train de vie de l'État. Peut-être que les gens ne le savent pas ou bien ils ne veulent pas le savoir. Bon. Mais il y a eu ces changements. Les premières choses qui ont été mises en place, c'est de dire qu'on va essayer de faire en sorte de rationaliser les dépenses de l'État. Donc il y a eu des cafouillages sur des explications qui ont été données par certains sur, quand on parle de trimestre, combien a dépensé-t-elle. On nous a attribué toute l'année alors qu'on n'était là que 3 mois. Et ça, c'est une erreur. Mais en somme, pour en venir aux structures, aux directions, aux nombreuses directions, oui. Exactement. Donc, il y aura de la rationalisation. Donc, on va essayer, en somme, de rationaliser les dépenses de l'État. C'est pas pour... Avec des choses simples, parfois. Des directions qui vont peut-être disparaître, mais ça nécessite une réflexion assez profonde et des calculs. La manière dont on vit, par exemple, on a un geste très simple, le président Ousmane Sonko qui demande à ce que qu'on sorte des frigos, les clim, les ventilos, les machines à café, les bureaux. Est-ce que c'est là la question? Au moment où Ousmane Sonko parle de ça, c'est au même moment qu'on recrute plus de 50 personnes, une centaine même de chargés de mission à la présidence de la République avec des salaires. Ces chargés de mission-là existaient déjà. Sauf que beaucoup... Et vous parlez de changement, donc ça existait déjà. Il fallait peut-être la rupture par rapport à cela. Jeunes, nous en avons besoin. Mais nous en avons extrêmement besoin. Parce que ces jeunes-là connaissent très bien le Sénégal, ont été un peu partout dans le Sénégal, faire des tours,
Ils se sont investis depuis une dizaine d'années pour certains, d'autres au moins depuis 5 ans. Ils connaissent très très bien le projet PASTEF, savent pourquoi ils sont là. En fait, ces postes-là qu'on donne ces postes-là qu'on attribue à des personnes ne le sont pas pour le confort de qui que ce soit. Et heureusement que les gens le savent et l'ont intériorisé. Celui qui ne fait pas ce qu'on attend de lui, mais il sera viré à mais ça nous rapporte quoi, Tamsir, ces chargés de mission? Alors, ou bien Mariama, ça nous rapporte quoi ces chargés de mission? Au moment où on parle d'un pays en ruine, au moment où on parle d'une économie vraiment qui a des problèmes aujourd'hui au Sénégal, dans presque tous les secteurs, la santé, en 8 mois, c'est vrai qu'en 8 mois, un régime ne peut pas régler certaines questions, mais en 8 mois, recruter quand même une centaine de chargés de mission, qu'est-ce que ça nous rapporte? On n'a pas à l'Assemblée nationale. Parce que, alors ça, on semble l'occulter, mais pour qu'on puisse mener les changements à terme, et des changements profonds, il fallait qu'on ait l'Assemblée nationale. Maintenant que nous l'avons, effectivement, nous allons monter crescendo, nous allons y aller très vite pour mener les changements. Mais ces chargés de mission, encore une fois, et en plus, je crois qu'il y en avait, mais largement, mais beaucoup plus, et on ne les connaissait pas. Absolument. Ce n'était pas quelque chose qui a été dit, en fait. Là, maintenant, nous avons des jeunes chargés de mission, et je vois, moi, le travail qu'ils font. Il est assez efficace. Et sincèrement, bientôt, les Sénégalais verront les premiers fruits du gouvernement qui est en place. Ça, je peux le promettre. Bientôt, les gens se rendront compte que, alors, ce qu'on appelle boyi, ils ne sont pas là pour jouer en réalité. Boyi, il faut parler d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye et les jeunes. Et les jeunes du PASTEF par rapport aux chargés de mission. Mais en fait, pour moi, pour les chargés de mission, c'est des jeunes. Et je pense que la jeunesse a eu sa place au niveau de la présidence. Parce que d'habitude, même sur l'ancien régime, vous ne voyez pas des chargés de mission qui sont jeunes. La plupart des personnes, c'est des gens qui étaient dans la politique depuis des années. La question, c'est pas la jeunesse. Mais c'est pas des chargés de mission jeunes, mais qu'est-ce qu'ils rapportent, qu'est-ce qu'elles rapportent? Mais leur expertise, ces chargés de mission. Mais leur expertise, on les a choisis, c'est parce qu'ils ont quelque chose à donner au gouvernement. C'est des experts. On n'a pas choisi n'importe comment ces personnes-là. C'est des personnes qui ont de l'avenir, qui connaissent le parti, qui connaissent l'idéologie de PASTEF, qui sont là. Donc, c'est pour recaser une clientèle politique, c'est ça? Mais c'est même pas ça. On recase. Le problème, c'est qu'on a appelé à une politique de rupture. Cette politique de rupture qu'on a appelée, il faut que chaque Sénégalais puisse s'y voir. Ces jeunes-là, moi je pense que la jeunesse, je le dis haut et fort, la jeunesse a sa place dans ce gouvernement-là. Il faut qu'on rapporte du renouveau. Nous, on a appelé à une politique de rupture, une nouvelle vision. Il faut que cette vision-là, parce que nous, peut-être, on sera peut-être d'ici 2050, on sera plus là. Mais il faut que cette jeunesse qui va continuer ce travail puisse être sur le terrain et pouvoir maîtriser ce qu'on est en train de travailler pour ce Sénégal-là. Et je pense que cette vision-là les permettra d'être sur le terrain, mais de pouvoir faire un apprentissage qui permettra au futur d'être des leaders déjà prêts, en fait. Alors, pour rester... J'aimerais ajouter une précision, parce qu'on dit cet esprit de vouloir recaser les militants de PASTEF dans l'appareil d'État, alors, c'est totalement faux. C'est faux, oui. Mais en même temps, j'aimerais dire que même si on a décidé de le faire, c'est tout à fait normal. Normal, absolument. Des gens qui ont cru en un projet, qui l'ont porté, qui sont descendus sur le terrain, qui ont fait le tour du Sénégal et de la diaspora pour en parler, qui ont participé à l'élaboration de ce projet-là. Mais ils sont les mieux placés pour le mener à bien. Et dans toutes les grandes démocraties d'ailleurs que je connais, quand il y a une équipe qui arrive en place, ou bien un nouveau gouvernement qui s'installe, ce gouvernement arrive avec son équipe. Moi, j'aimerais dire à mes collègues de PASTEF, ou en tout cas à mes frères et sœurs de PASTEF, que même si on le colle, sachant qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le gouvernement qui sont complètement apolitiques, il n'est que normal de procéder de cette manière. Moi, en tout cas, si PASTEF décidait de ne n'élire ou de ne mettre en place ou de ne donner des postes que des membres, des militants PASTEF qui ont cru au projet, alors que ça se fasse, parce que c'est une bonne chose. Et les appels à candidature dont vous parlez alors lors de la campagne électorale de l'élection présidentielle du 25 mars 2024? Les appels à candidature.
Mais Nous sommes un parti où aussi il y a une démocratie interne et les débats en interne sont très très riches. Moi, je ne suis pas d'accord pour ces appels à candidature. Ah en oui? tout cas, pas pour tous les postes. Voilà. Je ne suis pas d'accord pour ces appels à candidature, pas sur tous les postes. Il y a des postes qui sont assez stratégiques où peut-être il est préférable de mettre quelqu'un avec peut-être de la politique. Pour moi, à compétence égale, encore une fois, à compétence égale, je préfère mettre quelqu'un de PASTEF qui a participé à rédiger le programme de PASTEF, qui l'a porté dans son cœur, que de mettre quelqu'un qui nous a combattus et qui ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Ce n'est que normal. Donc, je l'ai dit en interne, si le parti décide finalement, sur tous les postes, d'ouvrir tous les postes à l'appel à candidature, et que la majorité dise que c'est là qu'on va, je l'accepterai volontiers. Mais pour moi, nous avons assez de cadres ici dans la diaspora comme au Sénégal. Nous avons des gens avec des expertises qui sont très très pointues dans moult domaines. On n'a pas besoin de faire des appels à candidature pour recevoir des centaines de milliers de CV alors qu'à portée de main, sans pour autant avoir à trier, à organiser tout un groupe, tu peux prendre dans le tas des gens hyper compétents et leur donner des postes. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ça. Il faut comprendre qu'en fait, nous, PASTEF, on est donc un parti très organisé. Il faut comprendre ça, parce que comme vous avez vu tous les livres, que le projet qu'on a sorti, ce projet-là, ça a été élaboré par le mouvement des cadres. Le mouvement des cadres détient 20 commissions. Ces 20 commissions, nous avons le Sénégal, nous avons la santé, nous avons la commission décentralisation et réforme territoriale, nous avons le sport, nous avons l'élevage, la pêche, nous avons toutes ces commissions-là qui regroupent le Sénégal. Et on a mis énormément de temps, pendant tout ce temps-là, pour pouvoir travailler nuit et jour sur ce programme qu'on va présenter aux Sénégalais. Donc c'est important que aussi ces experts qui ont été là, travaillent matin, midi, soir, j'en sais quelque chose parce que j'en fais partie, qu'ils soient valorisés à leur juste valeur parce que c'est eux qui ont conçu ce programme-là. Donc, moi je suis avec qu'on puisse choisir à l'intérieur de PASTEF, parce qu'on a travaillé sur un projet sur de longues dates. Comme vous le voyez, hein, les opposantes taquinaient toujours pour dire c'est quoi le programme. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Ben, le projet, il fallait qu'on le sorte. C'était quelque chose qu'on a pris du temps à bâtir, petit à petit, step by step, pour pouvoir sortir un livre pour leur montrer, c'est ça qu'on a voulu d'eux. On a fini par ça et on a fait une vision Sénégal 2050. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Maintenant, en ce qui concerne donc les appels de candidature, je pense que comme le président l'a proposé, ce sera quelque chose qui sera fait. Mais dans la mesure où ces Sénégalais-là ont besoin de formation, je ne dis pas tout le monde, mais je pense que la jeunesse sénégalaise et les Sénégalais en général, il y en a peut-être qui n'ont pas fait l'école, qui sont analphabètes, qui ont besoin de formation. Ces formations-là vont pouvoir aider à pouvoir les orienter. On ne peut pas prendre de n'importe qui au niveau du pouvoir si ces personnes ne sont pas formées et ne peuvent pas être aussi non plus donc la méritocratie doit primer alors. Alors, on va parler d'autre chose, mais on va rester d'abord encore sur l'Assemblée nationale pour parler de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Il y a déjà une polémique sur cette loi d'amnistie avec la dernière sortie de l'ancien ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, qui avait même porté le projet à l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi? Alors, pour la loi d'amnistie, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire. Parce que pendant cette révolution, je vais dire, nous avons des enfants du Sénégal qui sont morts. Nous avons nos jeunes qui sont morts pendant cette période-là, des moments très atroces, des moments difficiles que les Sénégalais ont mal vécu. Moi, je pense qu'il faut que justice soit faite. Il faut que ces acteurs qui étaient derrière et qui ont massacré ces jeunes-là et qui ont fait peur à la population sénégalaise, et qui ont utilisé aussi l'argent du contribuable pour pouvoir faire leur façon de gérer le gouvernement. Il faut que tout soit transparent. Parce que nous, on a appelé à une politique transparente, équitable. Il faut que les Sénégalais
puissent se prononcer. Il faut que les Sénégalais puissent aussi avoir gain de cause, parce que c'est parce qu'il y a une partie qui fait que les Sénégalais ont voté pour avoir justice. Je pense que depuis 1960, il n'y a jamais eu une révolution comme ça au Sénégal. Et je pense que, donc, sur toute révolution, comme le disait Thomas Sankara, il y aura certainement des têtes coupées. Mais ces têtes coupées, il y a une façon de les faire. Et là, comme vous l'avez vu, ça a été atroce. Vous avez été journaliste, d'autres, c'est des étudiants, des gens... Justement, est-ce qu'on doit tirer seulement sur l'ancien régime comme étant responsable de tout ce qui s'est passé lors de ces événements politiques? Absolument, absolument. Ils étaient des dictateurs. Vous, en tant que journaliste, vous avez eu des collègues journalistes qui ont été virés parce que, tout simplement, ils se sont prononcés sur quelque chose qu'ils ne devaient pas, alors qu'ils sont en train de faire leur métier. Donc, pour moi, c'est des choses quand même qui sont... Parce qu'il y a quand même le droit à l'information. Vous êtes des journalistes, vous êtes des experts. On doit vous laisser vous exprimer. Maintenant, qu'on vous mette en prison pour des choses qui ne sont pas normales parce que, soi-disant, vous êtes partisan de tel ou tel, je trouve que dans l'histoire du Sénégal, ça n'a jamais existé. Mais est-ce qu'il est juste, en fait, d'imputer la responsabilité à Macky Sall seulement? Puisqu'il y avait des manifestations, c'était quand même pour deux sujets ou bien deux affaires. L'affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, mais avant l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr. Donc, il y a des acteurs, en fait, de ces manifestations. Ousmane Sonko qui appelait les jeunes à sortir, à défendre, à résister. Est-ce qu'il faut aujourd'hui imputer la seule responsabilité à l'État du Sénégal, à l'ancien régime Macky Sall? Alors, ce sera en tout cas Macky Sall et tous les membres du gouvernement. Parce que c'est eux qui pilotaient le Sénégal. Exempté d'Ousmane Sonko? Mais Ousmane Sonko exempté, bien sûr, au président. Le président n'a rien demandé. C'est parce qu'il a voulu montrer le chemin aux Sénégalais. Ousmane Sonko a voulu montrer aux Sénégalais cet éveil des consciences en commençant à sortir ses livres. Ousmane Sonko a subi une injustice que tout Sénégalais a déplorée. Et tout est venu de là. Donc maintenant qu'il savait que cette personne était capable de pouvoir gagner ces présidentielles en 2019, tous les moyens étaient bons. Et vous savez ce que ça veut dire gouvernement. Si vous avez envie de couper la tête de quelqu'un, vous allez le faire facilement. Et c'était Ousmane Sonko était une tête à couper. C'est arrivé pour lui, mais je pense que ce peuple-là a été très éveillé, mais surtout de comprendre que c'était un piège pour ne pas faire le président Ousmane Sonko passer en 2019. Mais tout le monde sait que le président Ousmane Sonko, si on regarde bien, c'est lui qui est passé en 2019. Mais ça, peut-être il y aura... C'est lui qui est passé pour l'élection présidentielle. Moi, je vous dis en 2019... Il n'était même pas deuxième, Mariama. Il était troisième. Je vais vous dire quelque chose. Idrissa Seck était deuxième avec une large coalition. C'était une arnaque politique, je vous dis. Croyez-moi. Le président Ousmane Sonko est arrivé en première position. Tout ça, c'était en fait... Il avait 15%. C'était pas 15%. Moi, je vous dis que c'est pas 15%. Et je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler peut-être les années à venir. Mais c'était un piège tendu. Parce que tout était fait en ce moment-là, le président Ousmane Sonko peut-être n'avait pas toutes les forces, toutes les choses commodes qui pouvaient pouvoir justifier que lui, il a gagné. Mais moi, j'en suis persuadée, avec toute l'analyse que j'ai pu faire pendant cette période-là, que c'est lui qui a gagné les élections. Maintenant, après, on peut pas, les gens disent qu'on ne peut pas se battre avec un gouvernement, et c'est ce qui lui est passé. Maintenant, il fallait continuer à persévérer dans ce sens-là pour montrer que les idées qu'il défendait ressemblaient à ce que nous attendons. Ousmane Sonko, on l'a écouté, on l'a accepté en l'écoutant, en développer son idéologie, développer comment l'Afrique doit être. Et c'est par ces choses-là que les gens ont rêvé. La majeure partie donc, de ces Sénégalais qui sont venus rejoindre le parti passif, c'était des gens apolitiques, comme moi, comme d'autres d'ailleurs, et qui sont venus juste par réflexion, qui ont écouté cette personne-là et qui développaient c'est quoi exactement l'Afrique, c'est quoi le Sénégal, qu'est-ce qui peut faire qu'un gouvernement peut marcher. Et c'est de là où tout est parti. Donc on ne peut pas aujourd'hui l'incriminer avec l'injustice en le virant dans son poste des impôts, et ensuite pouvoir lui coller quand même quelque chose qu'il n'a pas du tout fait. Et aujourd'hui, les Sénégalais l'ont prouvé encore une fois, parce qu'ils lui ont donné aujourd'hui la présidence, parce que c'est Ousmane Sonko qui a désigné Bassirou Diomaye Faye, et donc Sonko et Diomaye et Bassirou. Et c'est passé, les Sénégalais, le slogan est passé, les Sénégalais
ont compris ce que ça voulait dire et ils sont passés aussi pour les législatives. Donc pour moi, c'était un tournant décisif et qu'il fallait. C'était une histoire qu'on a racontée, qu'il a pris le temps de raconter aux Sénégalais et qu'on a suivi jusqu'à obtenir aujourd'hui ce résultat-là. Et Tamsir, par rapport à l'abrogation de la loi d'amnistie, l'ex-garde des Sceaux, Aïssata Tall Sall, évoque l'impossibilité d'abroger rétroactivement une loi d'amnistie dont plusieurs personnalités en ont bénéficié. Il s'agit du président de la République et de son premier ministre Ousmane Sonko. Et elle ajoute que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, je réponds tout simplement que à faire, c'était à l'Assemblée nationale, il me semble. Des députés ont voté cette loi. Ouais. Les députés PASTEF l'ont refusé, puis c'est passé. Ça se fera encore à l'Assemblée nationale pour abroger cette loi. Alors, au-delà du projet de PASTEF, il y a deux choses qui font que les Sénégalais nous ont choisis à la magistrature suprême et à l'Assemblée nationale. C'est cette loi d'amnistie qui a été votée sans pour autant dire aux Sénégalais qui a fait quoi, quand et comment. Et la reddition des comptes. Donc ces deux choses-là, si nous, en tant que PASTEF, élus, nous n'arrivons pas à régler ces choses-là, nous aurons failli à notre mission. Donc cette loi d'amnistie sera abrogée à l'Assemblée nationale. Que Mme Tall Sall s'y fasse, ce sera comme ça. Et le droit est toujours dit pour le peuple, et le peuple attend que le droit soit dit sur ce cas-là. C'est très bien. On va parler du gouvernement. Un nouveau gouvernement va être installé, un remaniement ministériel incessamment. Quels sont les contours aujourd'hui? Quels doivent être les contours de ce nouveau gouvernement, Mariama? Un gouvernement technocrate ou politique? On va dire que ça va être un gouvernement technocrate, mais également politique. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de changer ce Sénégal-là avec une nouvelle politique. Cette politique de rupture doit voir le jour aujourd'hui. Et je ne sais pas si le gouvernement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déjà donné donc, ces informations qu'il y aura un remaniement. Donc je suppose qu'il est normal vu que maintenant le ministre va démissionner. Et je pense que ceux qui étaient déjà là vont pouvoir continuer en fait cette continuité-là. Ça va être une continuité en fait de ce qu'on a déjà mis en place. Et maintenant, il faut savoir que ce changement qu'on a mis en place pour une nouvelle vision du Sénégal 2050 doit voir le jour. Donc, nous sommes dans l'obligation même, je dirais, de pouvoir continuer ce processus-là parce que ça a déjà été mis en place par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Donc, pour moi, c'est important d'allier les deux. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Alors, nous allons parler peut-être justice pour terminer. Tamsir, d'abord, cette actualité judiciaire, c'est l'arrestation de Moustapha Diakhaté. Avant Moustapha Diakhaté, il y a d'autres personnalités politiques qui ont été également arrêtées lors même de la campagne électorale. Il s'agit de Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp. Il faisait partie de la coalition Sàmm Sa Kàddu, une coalition des élections législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne s'apparente pas à une justice des vainqueurs? Alors, d'abord, je vais commencer par dire que pour les différentes arrestations qu'il y a eu, je peux vous garantir que ni Ousmane Sonko, Premier ministre, ni le président de la République n'étaient au courant. Qu'on ne les appelle pas pour les avertir. C'est vrai, le second, le président de la République, était au courant, puisqu'il était à Bakel quand on lui a annoncé que Bougane vient d'être arrêté. Ousmane Sonko était à Dakar Arena quand on lui a annoncé. Mais ils ne sont en rien mêlés à ce qui se passe dans la justice sénégalaise qui, je le souligne et je le fais savoir en même temps, est en roue libre. Et on peut parler du pouvoir judiciaire, mais on peut en parler entièrement. Le Premier ministre comme le président, même s'ils peuvent interagir avec le ministre de la Justice, ils ne le font pas pour laisser à la justice sénégalaise la capacité et la possibilité. Et les opposants arrêtés, d'autres personnes qui sont avec le régime ne sont pas inquiétées. Alors, cela ne s'apparente-t-il pas à une justice des vainqueurs? Être un opposant n'autorise pas tout. Quand on a des forces de l'ordre
qui donne une instruction en disant de s'arrêter, que vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a le président de la République. Même si on n'est pas d'accord, le droit nous impose de nous arrêter. Parce que si c'était aux États-Unis, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, on aurait dit qu'un opposant s'est fait tirer dessus parce qu'il a dépassé le corridor qu'avait mis la gendarmerie en place. C'est la même chose. Quand le président de la République est quelque part avec tout le haut commandement et que des ordres ont été donnés à des forces de l'ordre, un opposant se doit de les respecter, surtout dans ce cas où il n'y avait aucun souci. On ne te demande pas, on te dit pas que tu n'iras pas là-bas, mais de patienter. C'était un ordre facile à respecter et ça s'est bien terminé. En tout cas, pour moi, ça s'est bien terminé. Mais d'ailleurs, c'est une image qu'un opposant ne devrait pas donner de lui-même. Très bien. Et Mariama, pour le cas de Moustapha Diakhaté, qu'est-ce que Moustapha Diakhaté a dit qu'un militant de PASTEF n'a pas dit au Sénégal? Moustapha Diakhaté, moi, c'est une personne, c'est-à-dire en tant que grande personne, hein, c'est pas quelqu'un que je suivais pour plusieurs raisons. Parce qu'il avait une façon de pouvoir mener son combat autrement, en y mêlant beaucoup de choses qui sortaient complètement donc, de la politique, mais j'avais senti une certaine haine envers PASTEF. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les PASTEFiens étaient là pour dire tout et n'importe quoi. C'est pas possible. Par contre, Moustapha Diakhaté est reconnu par ses propos, jusqu'à en arriver même avec le prophète. C'est quand même aller très loin. Moi, depuis ce jour-là, j'avoue que ce n'est pas une personne que j'aurais donné de l'importance à le regarder, en tout cas, s'exprimer. Donc, pour moi, la justice a fait son travail. Et il ne faut pas oublier, Fatou, que pendant l'ancien régime était là, il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu beaucoup beaucoup d'arrestations qui ont été menées. Mais vous, en tant que journaliste, il fallait marquer aussi ce pas-là pendant cette période-là. Tout en sachant que ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou le Premier ministre qui dicte qui on doit fermer ou pas. C'est la justice. On a une justice qui est là pour donner ce qui est de droit. Et la justice a tranché parce qu'il n'avait absolument rien à faire sur ce paramètre-là. C'est quelque chose qu'il fallait respecter. Il ne l'a pas respecté. La loi a fait le règlement comme il se doit. Maintenant, comme je vous dis, moi, ce n'est pas quelqu'un vraiment que je regarde parce que ses propos me choquent toujours. Ouais. Donc, ce n'est pas quelqu'un vraiment que je pouvais regarder et en tirer en tout cas une leçon en tant qu'une grande personne comme lui. Juste pour rajouter que Moustapha Diakhaté n'est qu'un exemple, mais il ne sera plus permis au Sénégal, à des personnalités publiques d'aller devant des télés pour insulter toute la nation sénégalaise avec autant de légèreté. Et même quand on l'interpelle, certains le voient plutôt comme un opposant à PASTEF qu'autre chose. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a insulté toute une nation. Comme je vous le disais, dans le projet de PASTEF, on va essayer de s'approcher de plus en plus de nos réalités culturelles aussi. Ce que Moustapha Diakhaté a fait ne peut plus être permis dans un pays comme le Sénégal. Les gens peuvent ne pas être d'accord, critiquer ce qu'ils ont envie de critiquer. Parce que la liberté d'expression, elle est sacrée. Hein. Là, ce n'est pas de la liberté d'expression. Là, c'était des propos plutôt irrévérencieux et d'une violence extrême. Inouïe. Ce n'est pas de la liberté d'expression. Moi, la liberté d'expression, je combattrai pour que chacun l'ait dans ce pays. Parce que c'est l'une des causes de mon engagement dans PASTEF. Très bien. Puisque liberté rime bien sûr avec responsabilité, comme vous l'avez dit. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse peut-être dire un mot, Mariama. Merci beaucoup, merci beaucoup, Fatou. En tout cas, très ravie en tout cas de partager ce plateau avec vous et également avec toute l'équipe de Afrique 1, que je salue vraiment l'initiative et également le lancement que je saluais. Et je pense que c'était important de faire une télé qui représente dignement la diaspora et qu'on puisse s'exprimer librement. Donc, c'est chose faite. Maintenant, l'aventure continue et s'écrit avec Afrique 1. Mais le plus important de tout ça,
c'est que là, c'est un nouveau Sénégal qu'on est en train de s'inscrire et que tout Sénégalais doit prendre son stylo pour écrire l'histoire du Sénégal. Très bien, merci beaucoup. Tamsir Bathily. Merci Fatou Abdou. Je te remercie d'avoir participé à ce face-à-face. Je remercie la chaîne Afrique 1 et aiderai aussi à vulgariser cette chaîne au niveau de la diaspora et que les gens puissent la suivre aussi au niveau du Sénégal. J'encourage les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, à s'engager et à se battre pour que ce pays soit développé et le donner en exemple aux Africains aussi. Merci beaucoup, Tamsir, honorable député. Merci également à Maria Median. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement dans Face à Face sur Africain, le premier média basé en France et entièrement dédié à la diaspora d'Afrique francophone. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir.